très aimables, c'est des femmes extrêmement intelligentes, extrêmement brillantes et authentiquement gentilles, mais vraiment gentilles de manière authentique. Et c'est toujours un plaisir, Madame Camara, de te retrouver après nos années communes au ministère de la Culture, où je disais à une de nos anciennes collègues, où j'ai passé mes meilleures années professionnelles, parce que le ministère de la Culture, c'est le ministère de la liberté, de la créativité, du savoir, de la connaissance. Et j'y reviens, c'est le ministère de la liberté. Et je le dis avec d'autant plus de force parce qu'il y a une actualité récente, au plan littéraire, où un de nos compatriotes, qui se trouve être aussi mon ami, a reçu le prix Goncourt et célébré partout, sauf dans son propre pays, où on est allé faire les poubelles et se mettre dans une entreprise de salissure de la personne. On aime maintenant salir nos compatriotes et c'est extrêmement, extrêmement préoccupant. Donc, je suis très heureux de répondre, Madame Camara, à l'invitation du Musée de la Femme. C'est un espace nécessaire, c'est un espace de vie et c'est un espace qui rappelle un peu ce que le sociologue américain Cornel West appelle les lieux marginaux, à partir desquels émerge une réflexion sur la quête de sens. Et ce musée, oui, il est petit, mais parce qu'il a une âme. Et je ne suis même pas sûr que dans un lieu beaucoup plus grand, qu'il garde encore son âme, mais le combat que vous y menez est un combat culturel, c'est un combat sur une vision du monde alternative et différente à ce que nous vivons actuellement, et c'est un combat sur le sens. Et aujourd'hui, parler de la question des droits des femmes, parler de la question de l'égalité tout court, est une question essentielle, c'est une question existentielle et c'est une question qui a du sens. Et je suis très heureux de retrouver une partie de ma famille, parce que le ministère de la Culture, c'est une partie de ma famille. Je peux retrouver ma sœur Gassira, et vraiment, je suis très très content. Et c'est toujours avec grand plaisir que je viens répondre aux invitations du ministère de la Culture, parce qu'encore une fois, c'est le ministère de la Liberté. Et s'il y a, à mon avis, un département essentiel dans notre pays, c'est un département de la culture. Et le plus illustre sénégalais, comme je le dis, même si le propos professeur est clivant, Léopold Sédar Senghor avait compris l'importance de la culture et le ministre d'État Assane Seck était le seul ministre d'État au gouvernement du Sénégal et il était non pas ministre de l'Industrie et de l'Agriculture, mais il était le ministre de la Culture parce que la culture est le lieu de sophistication d'un pays, c'est le lieu de sophistication d'un monde, c'est le lieu de fabrication des imaginaires, de rupture envers les conservatismes d'hier et de fabrication d'un imaginaire meilleur, différent et d'un imaginaire d'égalité, de justice et de dignité. Quand Mme Camara m'a parlé de cette conférence, à son invitation, j'ai répondu oui tout de suite et j'ai réfléchi. Et comme Awa le disait, qu'est-ce qu'il faut dire encore qui n'est pas été dit? Et j'aime bien toujours partir des contextes parce que le contexte est porteur toujours de sens. Le symbole donne toujours à penser. On était dans un contexte d'élection locale où les appareils politiques, les coalitions, tous ces messieurs, parce que je n'ai pas dit les dames, tous ces messieurs étaient encore dans une agitation que je considère stérile sur la confection des listes, sur la quête encore du pouvoir, avec toute l'agitation que la politique peut montrer dans notre pays. Et je me suis interrogé quelle est la place des femmes dans ces investitures-là, dans ces confections des listes, dans cette quête du pouvoir, etc. Où sont les tisseuses d'avenir? Parce que l'avenir d'un pays est d'abord dans le politique, j'y reviendrai parce que c'est dans le politique qu'on transforme radicalement les choses. Un individu nettoie sa maison, une association nettoie son quartier, une municipalité nettoie sa ville, mais un régime nettoie son pays, donc à chaque échelle de grandeur. Donc où sont les femmes dans cette agitation-là? Et bien sûr, elles sont à nouveau absentes. Et ceci est symptomatique d'un pays malade. J'en parlais tout à l'heure à mon ami Papsen, le Sénégal est un pays malade. Parce que quand dans un pays, les intellectuels ne lisent pas, ne savent pas regarder un film, les intellectuels détruisent des livres qu'ils n'ont pas lus, parce que dans notre pays, certains ont tous les talents, même de commenter des livres qu'ils n'ont pas lus, ce pays est malade. Et la situation des droits des femmes dans notre pays, cette régression, ce recul dont tu parlais, est symptomatique d'un pays qui fait face à ces monstres, ou qui fait émerger même des monstres, et qui aime se faire peur. Et tout ceci, je suis pas très rassuré, honnêtement, et j'aime pas jouer les hauts cassants, mais tout ceci va très très mal se terminer dans quelques années. Je suis vraiment très malheureux de le dire, mais je le pense. Parce que ce cycle
d'abaissement national ne peut se terminer que dans une grande catastrophe. Et un pays qui n'a pas été soigné par le Djola, qui est quand même la plus grosse catastrophe maritime de l'histoire de l'humanité, si ce pays n'a pas été soigné par cela, ce pays ira très mal. Et je suis vraiment très, très malheureux. Et d'ailleurs, c'est cette dernière semaine que j'ai commencé à le dire publiquement. Avant, je le pensais dans mon petit coin où j'en parlais avec Papsel. Ce pays est malade et cela va très mal se terminer. Parce que si on exclut les tisseuses d'avenir dans la gestion des affaires publiques, dans les espaces où se décident les choses, si on exclut la majorité de la population, mais des espaces de décision, c'est symptomatique d'un pays hémiplégique qui fonctionne de manière très bancale, et un pays qui exclut 50, je sais pas quoi de sa population et qui veut décider les choses avec des hommes qui ont montré leur incapacité à gouverner, leur malhonnêteté, parce qu'on n'a pas encore vu de maire ou de ministre ou de maire, en tout cas femme, qui a détourné des publics, etc. C'est problématique. C'est à mon avis très problématique. Et partant de ce constat-là, j'ai essayé de regarder un peu de quoi on parle. Parce que dans notre pays, souvent, on ne sait pas de quoi on parle. On parle donc de municipalités, et je suis allé faire un travail de recherche très simple. On a 57 municipalités au Sénégal, seules 15 sont dirigées par des femmes. En fait, ce n'est même pas grave, ce n'est même pas scandaleux, c'est criminel. Non, c'est vraiment criminel. On ne peut pas dire que seules 15 femmes sont dignes de diriger des municipalités alors qu'on en compte 557. Et je suis allé beaucoup plus loin, enfin plus loin non, mais en tout cas je suis allé regarder, donc j'ai abaissé, j'ai rétréci l'échelle, je suis allé regarder la région de Dakar. Pourquoi? Parce que c'est la capitale du Sénégal, c'est la région dans laquelle vivent, disons, un quart de la population sénégalaise, et il y a 37 municipalités, 3 seulement sont dirigées par des femmes. 2 à Guédiawaye, je pense, une certaine Madame Kanté de Guédiawaye, Madame Aïda Sow Diawara qui a été virée par sa coalition, qui ne sera pas reconduite, et Madame Soham Wardini, bon, qui est aussi malheureusement virée par sa coalition, qui viole sciemment les règles qu'elle s'est données en disant que nous allons investir les maires sortantes et sortants, et qui décide non parce que c'est une femme, et parce qu'elle ne crie pas, et qu'elle ne menace pas les gens, et qu'elle n'insulte pas les institutions de la République, elle ne fait pas l'affaire. Donc on va la virer. Je ne sais pas si on se rend compte en fait de la violence que les hommes de ce pays, dont je fais partie, exercent sur les femmes sénégalaises. Je ne sais pas si on se rend compte. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. En tant qu'homme, c'est la première fois que je participe à un panel, je suis le seul homme. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, on cherche, on dit on est 5 hommes, et à un moment, l'un des hommes les plus éclairés, ce qui n'a pas gage d'intelligence, un éclairé parmi les hommes, dit ah ouais, mais tiens, on n'a pas de femme. Ah oui, c'est vrai, mais bon, c'est embêtant tout ça, mais bon, on va en chercher quand même. Est-ce que tu peux appeler l'autre? Bon, elle n'a pas grand-chose à dire, mais on va la mettre au panel, etc. Donc c'est la première fois que je me retrouve dans cette petite considération, et c'est très agréable. Et donc je disais en fait que c'est par la politique qu'on change les choses, parce qu'avec des amis, il y a 4 ans, nous avons publié un ouvrage collectif qui s'appelait Politisez-vous, où nous disions qu'être sur Internet, organiser des marches, des manifestations sont des choses extrêmement importantes, parce qu'on y reviendra, c'est aussi la politique par le bas, mais in fine, c'est dans les institutions qu'on transforme les choses, et nous avions décidé de publier un livre pour inciter les jeunesses féminines et masculines à l'engagement politique, à intégrer les appareils politiques, à peser, à mettre en œuvre des idées, à essayer de mettre en œuvre des idées progressistes, des idées de rupture, de transformation, et pourquoi pas d'arriver et de changer le pouvoir, parce que la Constitution, le régime dans lequel on est, régi par la Constitution de type 5e République, un chef de l'État est un monarque, et il peut tout faire, et s'asseoir sur ce qu'on appelle tous les corps intermédiaires. Donc aujourd'hui, si une femme était présidente de la République et qu'elle est outillée, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, par d'outils progressistes, d'outils de transformation de la société, une femme pourrait tout faire. Donc, et c'est dans ce cadre-là que être dans les municipalités, diriger les municipalités sont des choses très très importantes. Et je me suis dit que, et Awa le disait tout à l'heure, le texte fondamental qui régit le fonctionnement de notre pays s'appelle la Constitution. Et dans la Constitution, on a donc les 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, qui sont conçus de telle sorte pour qu'ils se contrôlent et s'autorégulent. Parce que c'est ça la vérité. Les 3 pouvoirs
Et d'ailleurs, on est même allé beaucoup plus loin que le pays qui nous a colonisés, où la justice est une autorité judiciaire, mais pas un pouvoir. On a fait en sorte que les trois pouvoirs se contrôlent et s'autorégulent. Le rôle d'un Parlement, c'est de voter des lois, donc de légiférer et de contrôler l'action de l'exécutif. Donc le Parlement, heureusement, a légiféré il y a quelques années sur la loi portant parité. Et le Parlement a légiféré sur des lois que je considère extrêmement importantes, des lois révolutionnaires, même si c'est largement insuffisant. Il y a des choses qui ont été faites et on a transformé la lutte des droits des femmes, on a transformé les combats des droits des femmes, on a transformé le travail extrêmement important de sociologues comme le professeur Fatou Sow, on les a transformés en lois d'État qui s'appliquent donc à tout le monde, et si on ne les applique pas, donc on est susceptible d'être sanctionné. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour revenir à la question municipale. Je vois que toutes les coalitions, notamment l'opposition, crient aux listes, mais il y a une liste dont personne ne parle, et cette liste viole sciemment la Constitution du Sénégal parce qu'elle n'est pas paritaire. Mais personne n'en parle. Je préfère dire oui, on a mis 11 personnes, on nous a dit que ce n'est pas le cas, donc j'ai dit, mais il y a une liste au Sénégal qui n'est pas paritaire, qui viole la Constitution, mais personne n'en parle. Parce qu'on considère que dans une cité religieuse, les femmes n'ont pas le droit de citer. Personne n'en parle. Une liste qui viole la Constitution, qui est une charte fondamentale. Donc en fait, je disais que le Parlement joue un rôle important, et à mon avis, ce à quoi devait servir la parité, c'était aussi de pousser des lois progressistes, des lois radicales, des lois qui permettent aujourd'hui de donner toute leur place aux femmes du Sénégal. Il y a eu des choses qui ont été faites, notamment le Code de la famille de 1972, la loi sur les violences faites aux femmes de 1999, et la loi sur la parité de 2010, la loi portant la possibilité pour les femmes de donner la nationalité sénégalaise à leurs conjoints ou à leurs enfants, qu'en 2013 quand même, en 2013, et la loi récente en 2020 sur la criminalisation du viol, qui était quelque chose à l'issue jusque-là en délai. Et tout ce travail-là et tous ces résultats ont été obtenus grâce au travail de personnes extraordinaires, dont une est à ma droite, c'est le professeur Fatou Sow. Donc ce Parlement-là peut jouer un rôle important, mais même quand le Parlement vote des lois qui sont censées s'exercer et s'appliquer sur tout le monde, il y a quand même des régressions sociales, des conservatismes persistants qui même décident ou s'arrogent le droit de violer nos textes au nom d'intérêts politiciens. Il y a un an, presque, il y a presque un an, une partie de la société civile, Amnesty et d'autres, une écrasante partie des organisations politiques, même certaines organisations de femmes, des organisations de jeunesse, des mouvements dits citoyens, qui ne sont citoyens que de nom, ont exercé une terreur absolue sur une jeune fille parce qu'elle a dit avoir été violée. Et qu'il y a eu 14 morts dans ces affaires-là, mais on a interdit à une femme de dire qu'elle a été violée. Et que certains sont allés même beaucoup plus loin en disant qu'il faut qu'elle sorte et qu'elle dise qu'elle a été violée et qu'on fasse du voyeurisme et qu'on regarde, mais elle n'a même pas le droit d'aller devant la justice de son pays. Et pour moi, professeur, ce fait a joué pour moi un marqueur fondamental dans, aujourd'hui, mon observation du courant dit progressiste et du courant conservateur, et dans lequel je mets vraiment beaucoup d'organisations, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de femmes politiques, même certaines organisations féminines. Donc on a menacé de mort, on a une terreur que je n'ai jamais vue dans notre pays sur une jeune fille de 20 ans, pauvre, parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle vient du monde rural, parce qu'elle n'a pas de diplôme. On lui a intimé l'ordre de ne pas dire qu'elle a été violée, de se taire et même de mourir. Il y a quelques années, un cas s'est produit, bon, ce cas, je ne dirais pas présumé viol parce que le tribunal a condamné la personne pour le viol, peut-être parce que son père était magistrat. Peut-être parce que son père était magistrat et qu'il avait un haut poste dans la magistrature, dans les institutions républicaines. Mais malgré tout, une partie de la presse et des organisations de la société civile et des partis politiques, parce que maintenant c'est facile, on crie au complot, on dit que cette personne n'a pas violé, et même des leaders religieux ont soutenu cette personne, lui ont même donné des habits, des moutons, je pense, en prison, alors qu'il a été condamné au nom du peuple sénégalais pour viol. Parce que quand on te condamne au Sénégal, on dit au nom du peuple sénégalais. C'est la première phrase. Et c'est là où les médias jouent un rôle néfaste.
terrible. Parce qu'aujourd'hui, il y a depuis une vingtaine d'années, moi je regarde beaucoup de football à la télé, donc je ne regarde pas souvent les choses-là, les choses de nos pays. Il y a des hommes qui s'arrangent le droit tous les matins de dire comment une femme doit être. Tous les matins, il y a un plateau et c'est même conçu comme un salon où on discute. Hein? Une femme doit être comme ça, elle doit s'habiller comme ça, elle doit dire ceci, elle doit dire cela. Et qu'à la limite, si elle s'est fait violer, excusez-moi d'être un peu cru, mais je vais le dire vraiment parce qu'on est entre intellectuels, donc elle n'était pas vierge, donc c'est une prostituée, donc au fond, c'est pas grave. Et j'ai compris, professeur, quelque chose entre février et mars, que les hommes sénégalais considèrent que le viol n'est pas grave. Absolument. La culture du viol. Mais c'est terrifiant. Moi, j'ai vu des amis, qui ne sont plus mes amis du coup, et qui considèrent que le viol, c'est pas grave. Genre, elle a été violée, et alors? Un homme politique que j'ai rencontré d'envergure, je ne vais pas le citer, m'a dit non, ce qui s'est passé, c'est très bien, parce que si c'était passé, demain, un homme pourrait être accusé de viol, et tout le monde y aurait cru. Donc ce qui s'est passé, les 14 morts, le bordel, qu'on ait terrorisé cette jeune fille, en fait, finalement, c'est bien. Et je le répète, les hommes sénégalais pensent que le viol, c'est pas grave. Que, bon, ben, écoute, on a un droit de cuissage, comme on dit, comme dans la France de l'époque, sur les jeunes filles et les jeunes femmes, c'est pas très grave. Et les médias ont joué ce rôle. On a vu des émissions très, très suivies, très écoutées, où pendant 1 heure, on a dit tout le mal qu'on imaginait, parce que c'est pas qu'on a inventé sur une jeune fille, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle vient du monde rural, et parce que son père n'est pas magistrat, et parce qu'elle n'a pas de diplôme, et parce qu'elle n'a pas étudié à Northwestern ou je ne sais pas où. Donc, et c'est là où, Awa, je reviens sur l'intersectionnalité dont tu parlais, parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est villageoise, parce qu'elle est blédarde, comme ils disent, c'est pas grave, on peut exercer sur elle toute la violence charriée par le patriarcat. Et je suis vraiment très inquiet, en fait, comme toi, Awa, mais il y a des lampions, c'est pas pour l'instant des halogumères, il y a des lampions. Il y a un féminisme après peut-être 20 ans de stagnation. Après, on a vécu sur le travail que des personnes comme Fatou Sow ont fait pendant 20 ou 30 ans. Il y a quelque chose on a stagné sur les questions des droits des femmes pendant longtemps, mais il y a quelque chose qui émerge à nouveau. Il n'est pas parfait. C'est quelque chose qui émerge, il n'est pas parfait pour le moment. Parce que ça coïncide aussi avec l'effondrement de l'école, l'effondrement du niveau intellectuel, on ne lit pas vraiment sur les questions qu'on défend, on ne fait pas suffisamment de travail scientifique, on ne va pas voir des chercheurs, des spécialistes qui travaillent sur les questions. Parfois, c'est un peu bon enfant, mais c'est bien, parce qu'on ne peut pas demander, on ne peut pas exiger d'une personne qu'elle lutte d'une certaine manière. Les hommes et les femmes sont totalement libres tant qu'ils restent dans le cadre du droit de lutter à leur manière et parfois même d'aller peut-être au-delà de ce que le droit permet, sans que ça génère des morts, bien sûr. Donc, il y a sur le terrain un nouveau féminisme qui émerge. Il est radical, il est intellectuel, il est militant, mais il est rafraîchissant. Et une des jeunes femmes dans la salle, qui incarne ce féminisme-là, Fatou, je la vois, fait beaucoup de bien au courant progressiste sénégalais. Il fait beaucoup de bien aux penseurs qui décident de dire non au conservatisme, au caractère réactionnaire des idées qui ont imprégné l'espace public, aujourd'hui des idées d'extrême droite, qui ont imprégné l'espace public, et ce courant-là fait du bien. Et j'ai suivi, malheureusement je n'étais pas à Dakar, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la marche, le sitting à la place, à la place de l'Obélisque. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient une trentaine, mais c'est comme ça qu'on véhicule des idées. Et c'est comme ça qu'on obtient des avancées majeures, parce qu'il y a une démission aujourd'hui des intellectuels qui ont peur de se faire insulter, de se faire lyncher sur Internet. Moi, on a mis ma photo sur Internet disant qu'en m'inventant une phrase, nous les homosexuels, parce qu'au Sénégal, pour t'insulter, si tu es un homme, tu es un franc-maçon ou un homosexuel, si tu es une femme, tu es une prostituée. Ça ne va pas plus loin que ça. Une lesbienne. Nos ennemis ne sont même pas, parce que ce n'est pas des adversaires, nos ennemis ne sont même pas sophistiqués pour nous respecter et penser que nous pouvions être des adversaires intellectuels. Ils sont dans l'anathème, dans l'insulte, dans la salissure, dans le sale et dans l'invention de tout ce qui est hideux sur nous. Donc ce féminisme-là, sur le terrain, sur Internet, dans les médias, qui aussi utilise les codes un peu du mouvement écologiste international, avec des vidéos, il n'est pas parfait, encore une fois, mais il est très intéressant. Et tu me pardonnes Fatou, mais c'est un homme qui suggère à une femme donc de continuer et de ne rien lâcher, parce qu'ils veulent nous faire peur.
Même ce qui se passe avec Mbougar, ils veulent nous faire peur. Malheureusement pour eux, nous n'avons pas peur, parce que nous n'avons rien à vendre. Nous ne cherchons pas de pays pour le moment, nous n'avons rien à vendre. Et en fait, si on décide d'être terrorisé, parce qu'on va rester chez nous, et qu'en fait nous avons décidé, nous avons une bouche, nous avons décidé de l'ouvrir, nous avons peut-être du temps ou une plume, nous allons continuer à écrire, à accompagner aujourd'hui toutes les initiatives progressistes qui veulent faire changer radicalement la société. Et je finis en disant juste que aussi intéressant que puisse être le travail sur le terrain, le travail des militants, à travers les happenings, à travers les vidéos, à travers Internet, à travers les conférences comme celle que nous tenons ce matin, les institutions, à mon avis quand même, demeurent le lieu d'application ou de réussite en tout cas de nos luttes sur le terrain. Et n'ayons pas peur des institutions, n'ayons pas peur du courant anti-intellectualiste, anti-élitiste qui émerge. Admettons, reconnaissons être une élite qui réfléchit, qui pense, qui a un certain capital culturel et qui décide de mettre ce capital culturel-là, non pas au service des causes réactionnaires, non pas des causes conservatrices, mais au service du progrès humain, du progrès social, de la dignité des hommes et des femmes, et au service d'un seul mot, qui m'a pas l'air d'être un mot gros et qui fait peur à tout le monde, de l'égalité. Je vous remercie. Encore une fois, Madame Kamara, je vous remercie.